Vous connaissez vraiment les abeilles? Vraiment? Je vous parle pas d'elles, je vous parle d'elles. En France, il y a des centaines et des centaines d'espèces d'abeilles différentes. Et pourtant, qui connaît leurs noms? Halicte, Andrène, Mégachile, Xylocope, Dasypode. Bref, après cette vidéo, vous connaîtrez mieux ce qu'on appelle une abeille. Et vous comprendrez aussi pourquoi l'abeille domestique leur cause parfois du tort. On sacrifie un petit peu tous ces pollinisateurs sauvages parce qu'il y a un environnement qui est saturé d'abeilles domestiques. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi, essayer de mieux identifier les insectes qui existent en France et des insectes archi communs qu'on pourrait tous identifier. Alors aujourd'hui, on va apprendre à identifier 5 abeilles sauvages. Pour ça, je suis pas seul parce que moi, je suis pas très compétent au niveau des insectes. Ok, je l'ai pas eu. Je suis avec Tarek Bayan qui est entomologiste à l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et on va apprendre aujourd'hui avec lui à identifier les abeilles sauvages. 5 espèces, c'est le défi de la journée, c'est parti. Et comme j'aime bien m'entourer, un deuxième entomologiste interviendra également. Et Mickey Johan, que je connais bien. Tu m'entends? Reste calme, c'est bon, je t'entends. Ok. Bon, t'as vu, j'ai essayé de varier. Je me suis mis dans un petit décor un peu plus naturel. Je suis au bois de Vincennes. Comme ça. Ouais. Bon, il y a des gens qui vont passer derrière. Faut pas que tu sois perturbé, hein. Attention. Ouais. Il nous apportera un éclairage contrasté sur la vie des abeilles sauvages par rapport à celle des abeilles domestiques. Et nous parlera même des impacts que peuvent avoir les abeilles domestiques sur les abeilles sauvages, mais ça, on le verra en fin de vidéo. Mais d'abord, petit point sur les abeilles. Les abeilles font partie de l'ordre des hyménoptères, qui regroupe aussi les guêpes, les frelons et les fourmis. On peut potentiellement les confondre avec les guêpes, mais pour les distinguer, on garde les poils. Les abeilles sont le plus souvent poilues pour récolter du pollen et nourrir leurs larves, mais attention, il y a des subtilités. En revanche, les guêpes ont peu ou pas de pilosité. Elles ne se nourrissent pas de pollen et sont plutôt omnivores. Et donc là, on a une ribambelle de guêpes qui viennent manger sur l'assiette de madame, qui a de la viande. Et du coup, ça, c'est vraiment pas des abeilles, c'est des guêpes. Ici, on va bien parler de l'abeille sauvage, et non pas de l'abeille domestique. Et on peut se dire, mais au fond, c'est quoi la différence ? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement quand on parle d'abeilles, on a souvent tendance à ramener le débat autour de cette abeille domestique qui est en fait une seule espèce parmi près de 950 espèces d'abeilles qui existent en France à l'état sauvage. Aujourd'hui, il faut considérer l'abeille domestique comme étant quasiment du bétail, comme des chèvres, des vaches, des poules. À la toute base, il y a 10 000 ans, elle était sauvage aussi. Elle vivait en colonie, elle se réfugiait dans des arbres creux, des choses comme ça en Asie du Sud-Est et elle a été importée et elle s'est adaptée à une vie dans des ruches qui sont entretenues par l'homme. On a d'ailleurs choisi d'élever cette abeille qu'on appelle aussi l'abeille mellifère, car c'est l'une des seules à produire du miel. Les autres n'en font pas, ou très peu. Bonjour Tarek. Bonjour Rudy. Donc là, on s'est armés tous deux. Bon, moi j'aime beaucoup moins l'utiliser parce que moi je sais pas du tout attraper une abeille, la manipuler. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Lui, c'est le faire beaucoup mieux que moi et c'est surtout qu'il sait les identifier. Là, il y a des petites zones où il y a des fleurs qui sont intéressantes pour les abeilles, c'est ça? Ouais. Un peu tout du long du chemin et puis on s'arrêtera un peu plus vers le haut et t'as une friche qui est bien fleurie. Donc effectivement, c'est vraiment les zones qui vont être intéressantes parce que les plantes, globalement, c'est les ressources alimentaires des abeilles. Donc forcément, là où t'as des plantes, tu vas avoir des abeilles. Tu l'as eu? Ouais. Ah ouais, super. Alors, ce que j'ai dans mon filet là, c'est une abeille. C'est ce qu'on peut définir comme une abeille sauvage. Toi, instinctivement, tu dirais que c'est quoi là? Gros, poilu comme ça? Je sais pas, bourdon? Ben ouais, bourdon. Et en fait, il faut savoir que dans la classification, les bourdons, ça s'apparente à des abeilles sauvages. Dans certains coins de la France, ça peut être difficile à identifier sur le terrain, bourdon. Mais là, le site, on est en Île-de-France, il y a un peu moins de diversité, on connaît plus ou moins bien. Je sais que j'ai affaire à un bourdon des pierres. Et je sais qu'en fait, la femelle, elle va avoir des caractéristiques au niveau de ce qu'on appelle sa robe, donc c'est ses poils. Donc la femelle, elle va uniquement avoir ce qu'on appelle un cul rouge. Donc ça va être le bout de l'abdomen qui aura une pilosité roussâtre. Et le reste de la pilosité va être complètement noir chez la femelle. Alors que là, on est donc sur une espèce qui va avoir une face toute jaune et ce qu'on appelle un collar. Donc en fait, c'est juste une bande de poils clairs à la base du thorax. Donc je sais que j'ai affaire à un mâle. C'est dingue de pouvoir manipuler un bourdon. Et donc là, c'est ce qui est incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que dans l'imaginaire collectif, les abeilles, etc., ça pique. Et regardez, Tarek, il a carrément le bourdon dans sa main. Mais c'est justement parce que celui-là, il va pas te piquer en fait. Non, il va pas me piquer, effectivement, parce que du coup, c'est un mâle. D'accord. Pourquoi les mâles, ils piquent pas? Alors en fait, on va avoir certaines espèces de guêpes et d'abeilles qu'on va appeler apocrites. Tu m'insultes là. Et donc ces groupes-là, ils vont avoir la caractéristique d'avoir un dard. En fait, ce dard, c'est un dérivé des pièces reproductrices femelles. Donc en gros,
tu vas avoir que les femelles qui vont avoir un dard, qui vont piquer. En plus d'un dard, les femelles se distinguent également des mâles par les brosses de récolte qu'elles possèdent soit sur les pattes, soit sur leur abdomen. Ces brosses sont des amas de poils très denses qui leur permettent de collecter le pollen pour nourrir les larves. Et après, ils repartent, ça va, ils stressent pas trop lors des manipulations? Alors c'est vrai qu'effectivement ils vont stresser, on se dit instinctivement, si t'as un géant de 15 mètres qui t'attrape dans ses doigts et qui va te manipuler, tu vas paniquer forcément. Ouais. L'idée c'est de pas s'amuser à les manipuler à tort et à travers. Moi dans ma démarche, j'identifie l'espèce, j'observe les critères, c'est bien l'espèce, je la montre à un tel effectivement si je veux montrer la... Et puis je vais la relâcher directement, je vais pas me mettre à la manipuler si ça n'a pas d'intérêt en tout cas. Ce que Tarek ne dit pas parce qu'il est trop modeste, c'est que Tarek il fait ça depuis longtemps et il est professionnel. Et donc la manipulation fait partie intégrante de la profession parce qu'on a besoin d'identifier. La démarche c'est pas forcément de la manipuler pour se faire plaisir, mais notamment parce qu'il y a un intérêt derrière effectivement. Tu cherches quoi? Alors l'espèce ça va être la Dasypode à culotte. Oula. Ouais. Alors, Dasypode à culotte, pourquoi on va voir sa particularité morphologique? Ça va être au niveau de sa brosse de récolte. Elle va avoir des brosses de récolte sur les pattes arrière qui vont être très développées en termes de pilosité, donc une pilosité super importante sur les pattes arrière. Et qui va être spécialisée sur les plantes de la famille des astéracées. Mais bon, on verra si on arrive à en trouver. Ça roule. Les astéracées, vous les connaissez. C'est les plantes qui ont des fleurs en capitule comme les pissenlits ou les marguerites. Et les abeilles, comme tous les autres pollinisateurs, ont chacune leur affinité avec des plantes en particulier. Il faut imaginer la relation entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs comme étant une sorte de relation mutualiste, donc où les deux protagonistes tirent bénéfice, qui a évolué depuis près de 280 millions d'années à travers le monde. Et cette très grande diversité de fleurs fait qu'il y a aussi une très grande diversité de pollinisateurs en face. Et donc en fait, il y a des spécificités qui sont créées au cours de l'évolution, des spécificités sur par exemple la profondeur de la corolle de la fleur, sur le type de nectar, sur la période à laquelle la fleur va fleurir. C'est un système de clés et de serrures. La serrure, c'est la fleur qui emprisonne en elle son pollen et son nectar, et la clé, c'est l'insecte qui arrive à les dénicher grâce à sa morphologie spécialisée. Et la Dasypode, on l'a toujours pas trouvée, mais ça ne saurait tarder. Attends, parce qu'il y a des lignes à côté. Ah. Alors. Ah ouais, Dasypode il est à incroyable. culotte. Ça se voit directement, ouais, d'accord. Ah de fou. Déjà, même à travers le filet. On va pas Il a trop... des pattes énormes. on va pas Et trop ça, faire tu peux le sexer ou c'est dur à sexer? Ah bah, Ça, c'est une femelle. ouais. Une brosse de récolte pleine de pollen, ça peut qu'être une femelle. Hop. On va ici. Dasypode à culotte. Effectivement, c'est à peu près la même taille qu'une abeille domestique. Un peu plus longiligne, quand même. Beaucoup plus de pilosité aussi. Et le truc vraiment particulier, ces brosses de récolte à l'arrière, là, une fois qu'elles sont remplies, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est vrai que c'est fou. Ouais. Vraiment pleines de pollen et elles sont vraiment énormes. Ça, la pilosité, elle est vraiment très longue, très branchue, qui permet vraiment de récolter de manière super efficace le pollen. On est donc à la deuxième espèce. C'est ça. Allez, on continue. Donc là, on a une espèce d'andrène. Alors, ce qui est marrant, c'est que le genre andrène, c'est un des genres chez qui les femelles, en fait, le dard est pas assez grand pour pouvoir percer la peau humaine. Donc, je vais pouvoir le manipuler pour qu'on puisse l'observer d'un peu plus près. Super. On va pas la garder un peu longtemps, mais on voit qu'ici, elle essaie de me piquer avec son dard. C'est un comportement assez instinctif de défense. Et donc, la particularité pour les identifier, c'est ce qu'on appelle des fovéas. Donc, en fait, c'est des tapis de poils qu'on va avoir de part et d'autre des yeux. Et c'est comme ça qu'on identifie le genre des andrènes. Je vais pas vous mentir, les fovéas, je trouve ça très dur à voir sur le terrain. Ici, on le voit bien, et sur cette autre espèce d'andrène, bah bon courage. Donc si on est débutant, la tâche est quand même ardue. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter une autre espèce, ce sera le bonus. D'ailleurs, on a loupé la capture pendant le tournage, et bah là, c'était pas de ma faute. Oh, j'ai loupé! Allez, tu l'as, elle est au-dessus. Elle est là. Ok, on va partir. Non. Ce gros truc en vol, c'est pas un bourdon, c'est un xylocope. C'est la plus grosse abeille que vous trouverez en France. Son corps est totalement noir et ses ailes violacées. Ah oui, donc là on a une halicte. Alors c'est encore une autre espèce que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc là c'est l'halicte de la scabieuse. Celle-là, en plus elle est facile à identifier pour le coup. Donc Tu veux l'attraper ou pas? Bah ouais, allez. Hop. Tu l'as pas eu. Ah, on va la voir autre part. Ah tiens, il y en a une autre d'halicte là. Hop. Tu l'as eu? Non, bon, la troisième c'est la bonne. Je suis dégoûté. Ah, je suis vert là. Bah maintenant elles sont toutes ici. Ah, j'en ai une! Non, j'arrive. Oh, c'est une blague. Oh, il y en a une autre. Nickel. Ça fait 3-4 fois qu'on passe devant des chardons
et 3-4 fois qu'on voit toujours la ligue de la scabieuse, donc comme quoi c'est vraiment sa préférence. Elle est tout le temps butiner ces plantes-là. Tu l'as? Yes. Donc, une femelle d'alicte, donc c'est la ligue de la scabieuse. La particularité, c'est que c'est une espèce qui est assez grosse, quand même, finalement. Et donc, l'abdomen, il est divisé en différentes parties qu'on appelle des tergites. Et sur ces tergites, on va avoir des bandes de poils. Donc, l'abdomen est glabre, sans poils sur son entièreté. Et de part et d'autre des tergites, donc au-dessus et en dessous des tergites, on va avoir 2 bandes de poils jaunes orangés, en fonction de si l'espèce est plus ou moins vieille, qui vont être vraiment bien nettes. Ça va être des espèces qui peuvent être soit solitaires, soit certaines vont avoir une sorte de socialité. Donc ils vont vivre en fait dans ce qu'on appelle des bourgades, on en verra tout à l'heure du coup, donc de nids qui sont pour la totalité des alictes en fait au sol directement. Ah, bah là on vient de le voir rentrer. Et juste ici le trou. Donc en fait, sur des chemins aussi classiques que ça, on peut avoir des nids d'abeilles sauvages. Ouais, mais carrément. Après là, il y en a très peu. Moi, je t'invite à remonter un tout petit peu. Donc là, en fait, on voit que les nids ils sont beaucoup plus gros. Ah ouais, là on voit bien le trou là. Et c'est des espèces qui vont vivre encore une fois en bourgade, donc un peu en partie en social. Donc ils vivent un peu chacun dans leur coin, mais un peu en communauté. En fait, la majorité des abeilles à l'état sauvage, elles ont plutôt des comportements qui sont soit solitaires, soit grégaires. Beaucoup de ces abeilles sauvages vont vivre dans le sol, dans le bois mort. Il n'y a pas ce fonctionnement en colonie de plusieurs milliers d'individus, comme on peut le retrouver chez l'abeille domestique. Alors, pour faire la transition, en fait, j'ai trouvé une espèce kleptoparasite. Certaines abeilles sont dites kleptoparasites. On les appelle aussi les abeilles coucou car comme l'oiseau, elles vont pondre leurs œufs dans les nids d'autres abeilles, laissant les autres nourrir leurs larves. Environ 12% des abeilles sont kleptoparasites, et cette interaction très ancienne serait apparue il y a 95 millions d'années. Mais la présence d'espèces kleptoparasites chez les abeilles sauvages, ça permet d'attester du bon état des communautés d'abeilles. C'est-à-dire que si on a très peu de densité d'une population haute, l'espèce qui est parasite ne va pas pouvoir se maintenir. Et après, on peut en trouver aussi dans les jardins, si on a un jardin qui est très fleuri, des sphécodes, comme on en a ici. Donc c'est un genre d'abeilles, sphécodes, qui va parasiter les alictes. Et donc on reconnaît souvent par pas de pilosité, pas du tout de pilosité, et souvent un thorax et une tête qui vont être complètement noirs, et un abdomen qui va être complètement rouge. Et tu vois, ça a une allure de parasite, tu sens que c'est pas une écologie très friendly. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces abeilles sont qu'un échantillon des 20 000 espèces qui vivent dans le monde. Et pourtant, lorsque l'on évoque les abeilles, la plupart des gens ne pensent qu'à une seule espèce. On entend d'ailleurs souvent parler des problèmes touchant l'abeille domestique et des difficultés rencontrées par la filière apicole. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever, et moi j'en ai marre, faites quelque chose! Alors en luttant contre les pesticides, les apiculteurs participent indirectement à la préservation des abeilles sauvages qui déclinent massivement. 3 pesticides tueurs d'abeilles vont être interdits sur tout le territoire européen. C'est une victoire pour les apiculteurs et les écologistes qui le demandaient depuis longtemps. Donc l'apiculture, au fond, serait plutôt positive pour toutes les abeilles qu'on vient de voir. Mais bon, il y a un hic, hein, vous me voyez venir. Bonjour, c'est moi, Ellie. J'ai la chance d'avoir 3 ruches chez moi. J'adore les abeilles. Je vais tout faire pour sauver cet animal magnifique. Voilà, faites comme moi. Ah! Oh le salaud! En fait, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un réel engouement autour de l'abeille domestique. C'est devenu une mode et on en met de plus en plus en ville. Rien qu'à Paris, entre 2019 et 2022, on est passé de 650 ruches à 1500 ruches. En d'autres termes, on est passé de 185 000 abeilles domestiques par hectare à 430 000 par hectare. Alors, du coup, il faut bien s'imaginer que pour les pollinisateurs, la ressource alimentaire, elle n'est pas infinie. Donc, il y a un certain volume de fleurs qui est disponible dans un espace qui est accessible. Et forcément, donc, quand on vient installer des ruches dans un espace qui est déjà pauvre en fleurs, comme par exemple une ville comme Paris, on vient rajouter du coup des mouches à nourrir dans un environnement où il y avait déjà des pollinisateurs sauvages qui étaient présents, qui arrivaient à se débrouiller avec les ressources qui étaient là. Et donc, ce qui fait qu'il y a une concurrence qui se crée pour cette faible ressource alimentaire disponible. Et donc, au final, en faisant ça, en pensant favoriser la biodiversité, on favorise une espèce qu'on met d'ailleurs dans des environnements qui ne sont pas forcément sains pour elle. Et en faisant ça, du coup, on sacrifie un petit peu tous ces pollinisateurs sauvages qui sont discrets, dont on n'entend pas parler et qui n'arrivent plus à se nourrir parce qu'il y a un environnement qui est saturé d'abeilles domestiques.
Mettre des ruches pour sauver les abeilles sauvages, c'est un peu comme mettre des poulaillers pour sauver les oiseaux. C'est pas la solution. Et pourtant, certains pourraient dire, au pire, l'abeille domestique remplacera le rôle des abeilles sauvages. Si on substitue l'abeille, tous ces pollinisateurs sauvages, toute cette diversité par une seule espèce, en fait on a plein d'espèces de plantes qui vont disparaître parce qu'elles n'auront plus leurs pollinisateurs qui leur sont liés. Et donc ça c'est des relations très spécifiques que l'abeille domestique ne pourra jamais remplacer. L'idée c'est juste de, quand on va installer de nouvelles ruches, réfléchir à qu'est-ce qu'il y a déjà en nombre de ruches et quelle est la ressource disponible pour les pollinisateurs sauvages aussi. Donc en fait, il faut juste modérer l'action. C'est intéressant d'installer des ruches. Il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, au final, c'est d'autres espèces de pollinisateurs sauvages qui vont en pâtir. Et c'est pas fait pour sauver la biodiversité. Vous savez désormais ce qu'est une abeille et de ce que la préservation des abeilles veut réellement dire. Parlez de ces espèces méconnues autour de vous et partagez cette vidéo pour que tout le monde soit au courant. Merci.